Les indices de la Terre plate, partie 1, le cinéma vide. C'est la première partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Le premier indice se niche dans une autre conspiration existante depuis des décennies et qui s'appelle le programme spatial. Beaucoup d'entre vous sont au courant des différentes théories circulant à propos de la NASA, le programme Apollo, la navette spatiale, la Station spatiale internationale, etc. L'indice lui-même n'a rien à voir avec cet est très discuté, mais plutôt avec l'absence de celle-ci. Plus spécifiquement, le non-débat sur les films basés sur la réalité. Ceci, comme tout le reste dans la série, peut facilement se vérifier, toutes les références étant en ligne. Pour commencer, pensez à tous les films sur l'espace que vous avez vus dans votre vie. Les plus évidents sont Star Wars, Star Trek, Alien, pour n'en nommer que quelques-uns. En fait, si vous faites votre propre liste de films sur l'espace vus dans votre vie, vous arriverez probablement sans trop de difficultés au chiffre de 100. Assez facile. Pour une deuxième liste, rappelez-vous tous les films sur l'espace non fantaisistes. Vous trouverez La Planète Rouge, Gravity, Mission to Mars, 2001, des trucs comme ça. Ces films présentent le thème du futur pas si distant, avec une projection de notre situation, et représentent une liste assez conséquente. Ces deux listes de films ont la faveur des autorités, car elles appuient l'idée du globe par l'hypothèse. L'industrie du divertissement impose le modèle du globe et le concept du système solaire comme étant évident. Par conséquent, la vision actuelle du monde doit aussi être la bonne. En d'autres termes, si vous ne doutez pas en regardant un film comme, disons, Gravity, alors votre subconscient va projeter le film dans la vie réelle. Plus vous regardez et appréciez ce genre de film, plus la frontière devient floue entre ce que vous voulez croire et ce que vous savez. Regardez suffisamment de films sur Mars, et l'annonce par la NASA d'une mission vers Mars vous surprendra moins. C'est identique avec la Lune, avec d'autres systèmes solaires, etc. La sortie du film 2001 l'Odyssée de l'espace en 1968, juste avant les missions sur la Lune, n'est pas un hasard. Il a fallu 5 ans au plus grand réalisateur de tous les temps pour le faire, et plusieurs personnes ayant vu la projection prétendent avoir vu le nom de plusieurs groupes militaires au générique de remerciements, enlevés par la suite. Ce film 2001 est juste une indication de cet indice. Pour ceux qui souhaitent vraiment creuser le sujet, à savoir la vision cachée de Stanley Kubrick, je recommande vivement le documentaire Room 237. Un lien est disponible sous cette vidéo. Maintenant, vous pouvez identifier les deux groupes de films sur le thème de l'espace, ceux avec des scénarios très fantaisistes et ceux essayant de dépeindre notre futur proche. Ces deux groupes sont faciles à trouver. Trouver le troisième est un défi, mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les missions sur la Lune se sont terminées en 1972 et malgré que cela soit toujours considéré comme l'une des plus grandes réalisations de l'humanité, aucun film de reconstitution n'a jamais été produit jusqu'à The Right Stuff en 1983. Vous pouvez objecter que ça ne fait que 11 ans et qu'il était peut-être difficile d'obtenir les droits. Mais ça n'est pas ce qui rend ce film digne d'intérêt. Le film était inhabituellement long pour 1983. Il durait 3 heures et 12 minutes. Et nous offrait un regard exhaustif sur le processus de sélection et de compétition des astronautes ainsi que sur leur centre d'entraînement.
Mais quand le générique de fin arrive 3 heures après, on se rend compte que chronologiquement, ils n'ont effectué que des missions en orbite basse terrestre. Juste pour rire, cherchez The Right Stuff sur Internet et constatez combien de vaisseaux spatiaux vous obtenez. Ce film a reçu 4 Academy Awards et a très bien marché au box-office. Mais les missions Apollo n'ont jamais été abordées. Et la seule superproduction impliquant le programme lunaire était Apollo 13 en 1995. 12 années après Apollo 13, qui n'a effectué qu'une seule orbite autour de la Lune sans alunissage et aucune référence aux missions précédentes. Et après 1995, plus rien. Hollywood est connu pour ne jamais laisser une source se tarir. Ils font des reboots, des séquelles, d'à peu près tout. Mais là, depuis presque 60 ans, il n'y a jamais eu un seul film de reconstitution sur les missions lunaires. Des centaines de films de science-fiction y font référence, de Superman à Transformers, mais rien sur la surface lunaire, qui a fait l'objet de 6 missions complètes avec des véhicules tout-terrain et même une séquence golf. Et personne n'y touche. Maintenant, pour être honnête, il y avait une mini-série en 1998 couvrant ce sujet, produite par Tom Hanks, suite à son rôle dans Apollo 13. Mais sinon, absolument aucune production professionnelle depuis. Toujours pour rigoler, cherchez la série TV de la Terre à la Lune et constatez les résultats. Le pourquoi est facile, et l'indice est révélé. Si Hollywood fait un film sur un alunissage que l'on ne peut distinguer d'un vrai alunissage, alors comment séparer le vrai du faux? Cela soulève des questions subtiles du genre « Quelle technique de simulation et depuis combien de temps ?» Si Hollywood peut le simuler, alors quand ont-ils commencé à le faire? Il y a un autre film qui sort du lot et j'en parle parce que j'ai du mal à croire qu'il ait pu être fait. C'est Capricorn One. Le scénario du film implique la simulation d'une mission sur Mars et comment elle pourrait se faire. En gros, c'est le roadbook de la conspiration mondiale. Je vous le recommande vivement. Je mets un lien en bas. Pour résumer, tous les films ayant pour thème l'espace sont encouragés par les autorités, sauf ceux basés sur de vrais témoignages. Ceux-là ne sont pas permis. Le programme lunaire a été enterré par l'industrie du divertissement parce qu'il est impossible d'aller sur la Lune. C'est soit derrière une barrière dans un hangar, soit une image digitale HD, comme celle de n'importe quelle planète d'un jeu vidéo. Le monde est plat, et c'est juste le premier indice. Faites vos propres recherches et revenez commenter si vous le souhaitez. C'était Mark Sargent. Les indices de la Terre plate, partie 2, le mur de Byrd. C'est la deuxième partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons, et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Cet indice tourne autour d'un des hommes les plus remarquables dont vous avez pu entendre parler, Richard Byrd, sa relation avec l'Antarctique et ses missions secrètes qu'il y a effectuées jusqu'à sa mort. Certains d'entre vous ont découvert la légende de Richard Byrd à travers la théorie de la Terre creuse. Nous n'allons pas parler de cette théorie dans cette vidéo, mais plutôt focaliser sur l'homme et son implication avec le pôle Sud. La version du Reader's Digest de Richard Byrd dit ceci. Né en 1888, il devient un officier naval américain dont les prouesses en font un spécialiste de l'exploration. Il a été un précurseur dans l'aviation américaine, médaillé d'honneur, explorateur polaire, navigateur dans l'aéronautique, leader d'expédition dans les pires endroits du monde, et le plus jeune amiral dans l'histoire de la Navy. De plus, l'énumération de ses récompenses prend plusieurs pages de Wikipédia, et il a eu 3 parades nationales en son honneur. En clair, c'était Indiana Jones sous stéroïdes. Certains diront que Roy Chapman Andrew était le véritable Indiana Jones, et peut-être ont-ils raison. Mais Richard Byrd le bat à plate couture 6 jours par semaine et 2 fois le dimanche. Je parle de toute cette reconnaissance pour montrer sa crédibilité et la confiance qu'il inspirait. Les gouvernements US et étrangers avaient confiance en son jugement et en son leadership, et le choisissaient dès qu'ils le pouvaient comme responsable de leur mission secrète. Sa première grande mission fut une expédition en Antarctique en 1928.
C'était remarquable, car bien qu'il ait survolé le pôle Nord 2 ans auparavant, toutes les expéditions furent dirigées vers le pôle Sud dès 1928. L'expédition dura 2 années pendant lesquelles il sera promu au rang d'amiral à l'âge de 41 ans. Sa deuxième expédition dans l'Antarctique se déroula de 1933 à 1935 et sa troisième de 1939 à 1940. Pendant son séjour en Antarctique, il était également conseiller pour d'autres pays ayant des expéditions en cours, comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne, et pour tirer le meilleur bénéfice d'expéditions précédentes belges, japonaises et suédoises. Il a ensuite aidé à gérer les opérations de la flotte de l'US Navy durant la Deuxième Guerre mondiale et a assisté à la capitulation japonaise en 1945. Mais ensuite quelque chose d'étrange se produisit. Il retourna en Antarctique, ce qui n'est pas très surprenant en soi, dans la mesure où il y passait son temps depuis 1928. C'est la manière dont ça s'est passé qui est intéressante. Son 4e voyage en Antarctique n'était pas une expédition. C'était une opération militaire appelée Opération High Jump. Commandant la flotte entière composée d'un porte-avions et de 13 navires de support, l'amiral Byrd mena 4700 hommes au pôle Sud, pour des raisons qui restent dissimulées à ce jour. Certains pensent qu'il poursuivait une flotte nazie en déroute, quand bien même l'Allemagne avait déjà capitulé depuis 1 an. D'autres parlent d'une base nazie installée en Antarctique pendant la guerre, durant l'absence de Byrd. Aucune de ces théories n'a d'importance pour cette vidéo. Ce que nous savons par contre, c'est que les États-Unis ont déployé une force militaire excessive sur la banquise, sous une apparence pacifique. Pendant cette opération, l'amiral Byrd déclara à un journal chilien que le résultat le plus important de ces observations et découvertes était l'effet potentiel qu'elles pouvaient avoir sur la sécurité des États-Unis, que l'incroyable rapidité à laquelle le monde se rétrécissait était une des plus importantes leçons apprises durant sa récente expédition dans l'Antarctique. Il me faut avertir mes compatriotes que l'époque où nous nous sentions protégés par notre isolation de par les distances, les océans et les pôles est terminée, dit-il. Après cette opération, l'amiral Byrd fit le tour des États-Unis et donna des interviews. L'une des plus intéressantes fut celle qu'il donna pendant un show télévisé en 1954, appelé The Longines Chronoscope, un nom horrible mais un show décent. J'en ai ajouté un extrait à la fin de cette vidéo et mis un lien dans la description. Pendant cette interview, il parla tout d'abord d'une zone au-delà du pôle Sud de la taille des États-Unis, encore vierge de toute présence humaine. Il dit ensuite qu'il y aurait probablement des expéditions successives, car le gouvernement américain s'y intéressait beaucoup. Les journalistes lui demandèrent alors pourquoi cet intérêt pour le Sud, alors qu'à l'époque, n'oublions pas que c'était en 1954, la menace perçue était russe et elle venait du Nord. Il répondit que c'était l'endroit le plus important au monde pour la science. Cela concernait le futur des nations. Un réservoir intact de ressources non exploitées comme le charbon, le pétrole, les minéraux et l'uranium. Il ajouta qu'au moment de cet entretien, il y avait 7 nations actuellement engagées en Antarctique, comprenant la Russie, l'Australie, l'Argentine, le Chili et la Nouvelle-Zélande. Il parla également de planification militaire pour sa future mission en Antarctique. Celle-ci se nommait Opération Deep Freeze et se déroula de 1955 à 1956. La mission fut menée à bien et il retourna chez lui, prétendument. C'est là que vous dites, bon oui et alors? Et je serais d'accord avec vous, s'il s'était passé quelque chose après. Mais il ne s'est rien passé. Les missions se sont soudainement arrêtées, et c'était fini. Plus aucune autre expédition militaire ou autre n'a eu lieu sur ce continent. Jamais. Puis un traité fut mis en place, bannissant tout pays de toute activité sur place. Fin. Et si vous vous demandez où ça cloche, c'est là. L'amiral Byrd va à la télévision et dit que cet énorme morceau de terre, dont la plus grande partie se trouve sur un plateau élevé à 3200 mètres, est riche en à peu près tout, riche en énergie, immaculé, sans population indigène et sans végétation, où chaque pays ayant des équipes sur place est prêt à se tailler une belle croupe
dans cette zone de la taille des États-Unis qu'ils n'ont plus encore explorée. Et d'un seul coup, subitement, ils arrêtent tout. Il n'y a pas d'environnementalistes à cette époque en 59. C'est le pays des diners et de l'essence à 20 cents. Ça, c'est vraiment du bullshit. La valeur en dollars des ressources découvertes pouvait alimenter une armée de sociétés cupides. Donc, que s'est-il passé? Ils ont trouvé le bord. Voilà ce qui s'est passé. Et ils n'allaient certainement pas laisser des compagnies privées s'en approcher. Peu importe l'argent. Même à des centaines de kilomètres, dans une zone sûre, ils ne pouvaient autoriser qui que ce soit, car qu'allait-il leur dire plus tard, pour prévenir leur immanquable expansion? Pardon, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Et qu'allait-il répondre au pourquoi? Aujourd'hui, l'Antarctique est hors limite. Aucune révision n'est prévue avant 2041. Vous pouvez vous balader autour des îles extérieures, mais il y a une limite invisible, surveillée par des militaires, que vous ne pourrez franchir. Parce que derrière cette ligne, c'est en fait le bord extérieur. C'est là. Ça nous est caché et c'est protégé. La Terre sur laquelle nous vivons est plate. Faites vos propres recherches. Merci de votre attention. C'était Mark Sargent. Les indices de la Terre plate, partie 3, les cartographes. C'est la troisième partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Cet indice se concentre sur l'USGS, aussi connu comme le principal cartographe au monde, et quelques-unes des choses surprenantes que cet organisme et d'autres ont en commun avec l'idée de la Terre plate. Des liens sont référencés dans la partie description et je vous encourage à les suivre. Pour les non-américains, l'USGS est l'organisme d'enquête géologique des États-Unis, une branche scientifique du gouvernement américain créée en 1879, qui, grâce à l'aide de l'incessant développement de l'Empire US, est devenu le tout premier cartographe du monde connu. 9000 personnes y travaillent et le budget annuel est de plus d'1 milliard de dollars. Ils ont également plusieurs départements scientifiques couvrant la biologie, la géographie, la géologie, l'hydrologie et beaucoup d'autres qui s'y rattachent. Leur leitmotiv depuis les années 90 a été « La science pour un monde qui change ». Je vais vous montrer à quel point cela est vrai. Qu'est-ce que ce vaste organisme d'État a à faire avec la Terre plate? Pour le comprendre, il faut regarder ses origines, qui sont la géographie. Pour ça, il vous faut ouvrir une autre page spécialisée dans les cartes. Les cartes que vous voyez dans cette vidéo viennent de Wikipédia, mais il y en a d'autres. La Wikilist de cartographie n'a rien de spécial dans son ensemble, bien qu'il y ait quelques positions intéressantes dans leur vision du monde. Non seulement ils ont beaucoup de perspectives de la Terre sur laquelle nous vivons, mais également des infos détaillées quant à la provenance des cartes, incluant le type de nom, l'origine et l'année de proposition de la perspective. Certaines pourront vous sembler très familières, surtout celles que vous avez vues sur les murs de votre école. Il y a beaucoup de variantes, mais celle dont on a beaucoup parlé récemment est celle-ci, la Goldspiter, qui montre précisément les différences de taille entre les continents. L'indice le plus évident étant que le continent blanc du Groenland est en fait minuscule comparé à l'Afrique. Mais je digresse. Si vous parcourez toutes les formes, vous arriverez aux cartes circulaires, mais une seule d'entre elles propose une vue du ciel qui montre les continents au centre, entourés d'un anneau de glace continu. Dans Wiki, ça s'appelle l'azimut équidistant, et pour simplifier, je vais l'abréger et l'appeler AE. Pourquoi cette carte est si intéressante? Bien, si vous regardez la page Wiki, vous trouverez quelques raisons. La première se trouve dans le cartouche de la carte, et je cite, « Utilisé par l'USGS et The National Atlas of the United States ». Il est aussi mentionné qu'elle est utilisée comme emblème des Nations Unies. De toutes les cartes sur l'écran, c'est la seule qui soit emblématique de la sorte. Et si vous gardez cette page ouverte et que vous allez dans la section Terre plate de Wiki, vous remarquerez en bas de page une carte similaire. J'y fais référence ici.
Et vous pouvez voir qu'elle est identique, mais pas dénommée comme étant l'emblème de l'AE. Encore plus étrange, si on retourne au modèle USGS, on voit qu'il a d'abord été proposé il y a plus de 1000 ans. On pourrait penser à un mauvais lien. Donc on cherche qui a proposé ce modèle, et on obtient cet homme, Al-Biruni. Qui était Al-Biruni? Bien, il a vécu il y a à peu près 1000 ans et était considéré comme l'un des plus grands savants de son ère, instruit dans de nombreuses sciences. Avez-vous entendu parler de lui? Pas moi. Peut-être qu'il s'agit de plusieurs mauvaises références dans Wiki. Eh bien non, parce que la NASA sait qui il est. Ils ont nommé ce cratère lunaire en son honneur. Donc pourquoi l'USGS utilise une version de la carte du monde conçue il y a 1000 ans par un scientifique perse? Parce que c'est vrai, tout simplement. Pour être clair, comparons-les à nouveau. Le drapeau des Nations Unies, la carte officielle de l'USGS et le modèle de la Terre plate. Tous identiques. Mais l'un n'est pas reconnu et est ridiculisé comme étant une vision erronée du monde. Et c'est un de ces embarras politiques que se traînent les autorités. Voici la version courte. Le gouvernement est au même chapitre que la Terre plate, mais ils ne peuvent l'admettre, même en confidence. Nous savons que la Terre n'est pas plate, disent-ils, mais en fait, elle l'est. Nous savons que vous utilisez un modèle comme le nôtre, mais le nôtre est juste une image, et qui que ce soit dit le contraire est évidemment fou. On se demande depuis combien de temps l'USGS se sert de ce modèle comme référence officielle. Les Nations Unies l'ont utilisé pour leur logo la première fois en 1945, puis ont fait quelques ajustements en 1947. Et ce drapeau UN pose quelques questions. Pourquoi l'Antarctique est-il représenté sur la carte? Est-il censé se trouver à l'extérieur du cercle? Ou dans les branches d'olivier à l'extérieur? Ils n'en parlent nulle part en ligne. Et c'est là que j'aimerais mettre l'accent, sur les incohérences, les trous dans l'intrigue, les questions sans réponse. L'USGS utilise le même modèle de carte que celui de la Terre plate, mais ne dit pas pourquoi il n'est pas reconnu. Ou l'impossibilité de relier le modèle identique de Wiki à l'actuelle projection de l'azimut équidistant. Les autorités ont découvert dans les années 50 les bords de notre monde clos, mais ont été très efficaces à nous le cacher depuis des décennies. Le monde est un endroit complexe et les indices sont là, tout autour. Je pense qu'il est temps d'en apprendre quelques-uns. Faites vos propres recherches. Merci de votre attention. C'était Mark Sartre. Les indices de la Terre plate, partie 4, Shell Beach. C'est la 4e partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Cet indice couvre le design quasi parfait du modèle de la Terre plate et détaille en partie la logique qui sous-tend les décisions prises. Cela sonne comme une énorme tâche, et ça l'est, mais pour commencer, regardons quelque chose de petit, comme ce petit bonhomme. Prenez une souris ordinaire et mettez-la dans une cage en verre. Je dis une souris, mais vous pouvez aussi faire ça avec un serpent, un lézard ou un insecte. Ça ne fait pas de différence pour cet exercice. Les gens s'identifient à la souris car ils ont l'habitude de les voir comme cobayes dans les laboratoires. La souris a une bonne image. Elle est vue comme innocente et inoffensive. Le parfait sujet pour des tests. Je n'ai encore jamais vu personne avoir un problème avec les souris de laboratoire. Donc, on met la souris dans la cage pour la première fois et la réaction est toujours la même. Elle explore son environnement et plus particulièrement les sorties possibles qu'elle pourrait utiliser. Elle explore chaque centimètre carré de sa cage en verre et à un moment s'installe dans l'acceptation que ces murs sont solides et qu'ils sont là pour durer. De temps en temps, elle répétera ce processus pour s'assurer que rien n'a changé aux frontières de sa cage. Ce qu'elle ne fait pas, c'est agir comme elle le ferait à l'état sauvage, car elle réalise qu'elle est en captivité, la cage en verre ne ressemble en rien à son environnement naturel. Vous pouvez mettre la cage en pleine forêt, peut-être qu'elle s'y sentira mieux,
mais elle aura toujours conscience d'être limitée contre sa volonté et s'installera dans des habitudes qui ne lui sont pas naturelles. Vous pouvez faire la même chose avec d'autres petits animaux comme le serpent, le lézard ou l'insecte. Cela ne fera aucune différence. Le résultat sera invariablement le même processus de recherche répétée d'issue, puis l'acceptation. Maintenant, prenez le même animal et mettez-le dans une réserve sauvage protégée de 160 km², entourée d'une barrière similaire à celle de sa cage. L'animal ne se mettra pas à chercher et à tester les frontières de la réserve, principalement parce qu'il ne les voit pas. Il peut se passer des jours, des semaines avant qu'il ne rencontre la limite. La routine d'un animal est ce qu'elle doit naturellement être. Manger, dormir, se reproduire. Il fait ce qu'il ferait dans la nature. Si un jour il s'approche de la barrière, il se peut qu'il soit curieux, mais toute anxiété sera vite dissipée dès qu'il retournera dans la vaste étendue sauvage d'où il est venu. Une clôture dans une réserve ne pose pas de problème aux animaux, car sa taille est minuscule par rapport à l'étendue de la réserve, donc s'y attarder n'a pas de sens. On assume ici que la clôture est suffisamment haute pour décourager les bêtes à plumes de s'échapper, profonde pour barrer le passage des rongeurs, et pour hermétiquement clore toute étendue d'eau, bloquant le passage des animaux aquatiques. Le point important ici, c'est que toutes les créatures vivant dans cette grande réserve protégée ne seraient pas du tout gênées par la clôture si elles la rencontraient. Toutes, à leur manière, auront un haussement d'épaule et continueront avec leur vie. Par contre, si vous prenez un humain, homme ou femme, et ce, quelle que soit leur éducation, et que vous les mettiez dans la même réserve, la réponse est totalement différente. Quand l'humain approche de la clôture, il ne la voit pas comme une distraction. Il s'arrête, il se demande, et plus important, il se pose des questions à lui-même ou aux autres. Pourquoi une clôture ici? Jusqu'où va-t-elle? Peut-on creuser dessous, ou passer par-dessus, ou la contourner? Vous pouvez imaginer le type de questionnement, mais au bout d'un moment, une question plus pressante va prendre la tête de la liste. Qui l'a construite? Et c'est ce qui change non seulement le type de questionnement, mais aussi comment l'être humain voit son monde. La réserve sauvage va soudainement lui apparaître plus petite. Chaque nouvelle clôture découverte réduira artificiellement l'étendue initialement perçue, même si ses dimensions n'ont pas changé. En peu de temps, la préservation de son habitat va perdre de son importance. La clôture, c'est l'inconnu, c'est la peur. Elle provoque d'intenses spéculations chez lui. Au long cours, l'importance de son habitat va encore diminuer à cause de cette clôture, et la raison de l'obsession que celle-ci provoque est simple. C'est là, c'est réel, il peut la voir et peut-être même la toucher. Ajoutez d'autres humains à l'équation et vous augmentez la disparité de la situation par ordre de grandeur. Avez-vous vu la clôture? Savez-vous depuis combien de temps elle est là? Connaissez-vous quelqu'un qui l'ait franchie? Elle était là avant nous. Qui en est responsable? Que peut-on faire pour amadouer ceux qui l'ont mise? Vous pouvez voir jusqu'où cela peut aller. L'hystérie collective à effet durable s'installe parmi la population et prend racine. La clôture est plus grande, plus ancienne et plus intelligente qu'ils ne le sont. Ça les force à l'humilité, ça les met en colère, et c'est permanent. Y a-t-il un pouvoir plus fort que ça? Ce n'est peut-être pas Dieu, mais cela y ressemble. Aucune civilisation, quelle que soit sa technologie, sa discipline ou son âge, ne pourrait supporter sa présence, car pour la psyché humaine, il y a trop de questions sans réponse, donc la vie ne pourrait progresser normalement. Pour résumer, une réserve sauvage protégée fonctionnerait pour 99,99% de toutes les formes de vie sur Terre, pour les humains cependant. Il faudrait faire quelques modifications, ou alors juste une, mais majeure. Regardons quelques exemples de la manière de le faire et ensuite on développera. Le premier exemple d'échec se trouve dans le film Dark City de 1998. C'est un bon exemple pour avoir la bonne approche. Le préambule ici est le suivant. Une race supérieure crée de petites zones de terre plate entourées d'un dôme. Cependant, la conception est défaillante, car les villes sont construites jusqu'à la limite du bord extérieur sans marge d'erreur.
Pour compenser ce fait, ils altèrent régulièrement la mémoire de la population, supprimant de facto toute enquête sur le long terme. Cependant, il y a toujours des anomalies dans les films, comme l'officier de police qui réalise que malgré qu'il se souvient être allé à un endroit nommé Shell Beach, il ne lui est pas possible de l'atteindre car Shell Beach se trouve dans le monde extérieur et n'a donc jamais existé. Il ne cesse de tourner en rond dans cette ville circulaire sans issue. À la fin, un autre homme, le héros du film, arrive à l'extrémité du dôme, s'empare de la technologie des êtres supérieurs et crée un océan qui aurait dû se trouver là. Passons maintenant à un film sorti juste 4 mois plus tard, appelé The Truman Show. Immanquablement, tous les adeptes de la Terre plate auront un vif intérêt pour ce film d'un point de vue technique. Le scénario est dans les grandes lignes identique à Dark City, mais d'une manière beaucoup plus réaliste. Un plateau de télévision géant, construit de telle sorte que le monde extérieur puisse observer une personne mener sa vie, sans savoir qu'elle vit sur une Terre plate entourée d'un dôme. Ce film a plusieurs niveaux d'intérêt, dont l'architecture. Utilisant le modèle existant d'une petite ville bordée d'un côté par un grand lagon et une nature sauvage, et de l'autre par un océan en apparence immense. Bien que mieux que celle de Dark City, elle a ses défauts. Le premier est qu'elle ne dépasse pas 32 km de large, et que, malgré que le désir de Truman de voyager était réprimé, il y avait toujours une possibilité qu'il puisse s'aventurer sur les bords, ce qui est la fin du film. Mais ça a marché, car Truman croit au scénario. Il y est né et a vécu 30 ans, sans se douter de quoi que ce soit, ce que l'on peut dire de chacun d'entre nous. Et s'il n'y avait pas eu d'erreur dans le scénario dont le studio a été victime, alors le show n'aurait jamais cessé. Cela crée des scénarios hypothétiques, comme le nombre d'enfants que Truman aurait pu élever à l'intérieur du dôme. 10, 50. En termes de logistique, cela peut être problématique de surveiller autant d'enfants, surtout lorsqu'ils grandissent. Mais avec assez de dextérité, cela peut se faire. Une fiction identique fut réalisée dans le film Le Village en 2004, et même si le résultat fut très tortueux, le scénario était tout à fait réaliste. Un groupe d'idéalistes riches achète une grande parcelle de terre dans une réserve naturelle, crée un petit village inspiré du XVIIIe et y élèvent leurs enfants. Ils paient le gouvernement pour que les avions restent à l'écart et répandent le mythe que des monstres vivent dans la forêt. Pour ce qui est des enfants, ils vivent dans une petite ville de Pennsylvanie au XVIIIe siècle, dans laquelle ils sont nés. Quoi de surprenant? Si l'histoire continuait, les doyens, fondateurs du village, finiraient par disparaître, laissant les enfants transmettre leur legs sans le poids de la culpabilité de savoir que leur monde n'était pas ce qu'il semblait être. Et n'oubliez pas que ça se déroule sans manipulation géographique, sans dôme. Cela nous ramène au nombre d'acteurs dont le Truman Show avait réellement besoin d'embaucher. En dehors de ceux responsables du placement du produit, les autres pouvaient juste vivre leur vie comme n'importe qui d'autre. Téléphoner à l'extérieur, aller au restaurant, regarder la télévision chez eux, etc. Mais je digresse. En admettant que la technologie soit disponible, combien de gens comme Truman pourrait-on garder dans un dôme, disons de la taille d'un État, de plusieurs centaines de kilomètres de large, peut-être même un millier? Et si la taille du dôme peut suivre une telle échelle, alors on parle de millions de kilomètres. Mais quand on atteint cette taille, quelque chose d'intéressant se produit. On n'a plus besoin d'acteurs. Ça a commencé comme un village, et juste en quelques générations, tout le monde a oublié, et chacun s'autocontrôle. Cela ne vous semble-t-il pas familier? En fait, plus le monde fermé est grand, moins il est nécessaire de le micromanager. Plus c'est grand, plus c'est facile. On en revient à la modification nécessaire à la race humaine. Pour faire vivre le mythe, tout en supprimant la supercherie des monstres dans les bois, ou l'idée qu'il est impossible d'aller à Shell Beach, vous introduisez le renforcement négatif graduel, ce qui crée l'illusion du choix.
Disons par exemple que Truman navigue sur son bateau comme d'habitude, mais que cette fois, la taille du dôme, et donc de l'océan, est 2 fois plus grande. Quelle distance devra-t-il parcourir avant d'avoir faim, soif ou d'être épuisé? La fin du film serait alors dans le doute. Et si vous comparez ce scénario à ce que vous vivez maintenant, alors vous commencez à comprendre. Regardez la carte de la Terre plate à nouveau. Les continents groupés au centre, entourés de toutes parts par des centaines de kilomètres d'eau salée. Imaginez quelle distance supplémentaire les premiers voiliers auraient pu atteindre si les marins avaient pu boire l'eau sur laquelle ils naviguaient. Plus on s'approche de l'extrémité, plus la température chute et plus le nombre d'icebergs augmente. Si cela ne vous arrête pas, alors vous arrivez en Antarctique, ce qui représente un plateau à 3200 mètres d'altitude, sans végétation ou bétail indigène. Et si vous avez les moyens d'aller si loin, il restera devant vous une étendue infinie de glace et de neige. Il est facile de comprendre pourquoi si peu de gens ont fait le voyage. Comparez ça au plafond supérieur qui est beaucoup plus facile à maintenir. Vous diminuez le taux d'oxygène au fur et à mesure de la montée, et il devient de plus en plus difficile de respirer. Cela ralentit l'exploration des montagnes et décourage les vols à contrôle limité, comme les ballons. Gardez à l'esprit que le dôme n'a pas à être très haut par rapport à sa base. Avec les vols commerciaux plafonnant à 16 km et les fusées à moins de 650, le dôme aurait plutôt l'air d'un toit de stade. Tout dépend de comment vous placez la Lune, le Soleil et les étoiles. Un monde fermé avec ce genre de précautions pourrait contenir une population non soupçonneuse pendant, disons, 4500 ans. Ensuite, vous pouvez introduire le modèle du globe dans la communauté scientifique, avant que les progrès technologiques atteignent un niveau qui permette la découverte. Et 500 ans plus tard, nous voilà devenus une civilisation à l'intérieur d'une étonnante structure, vacant à nos occupations, pendant que les autorités se tiennent aux portes, craignant les conséquences d'une révélation. Faites vos propres recherches. Merci de votre attention. C'était Mark Sargent. Les indices de la Terre plate, partie 5, statu quo. C'est la 5e partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Cet indice couvre l'inévitable question, parfois frustrante, du pourquoi. Pourquoi les autorités se donneraient autant de mal à nous cacher la Terre plate? J'espère pouvoir ici vous montrer différents angles et une progression des événements, l'ensemble nous amenant vers un monde très altéré, à la fois physiquement et mentalement. Pour commencer, nous devons retourner assez loin, quand le monde était un endroit plus simple. Il y avait les 5 religions majeures, bouddhisme, hindouisme, judaïsme, islam et christianisme. Chacun de ces groupes avait sa propre version de ce qui est connu dans la Genèse comme le firmament, ou le monde circulaire plat enfermé à l'intérieur d'une sorte de dôme, d'où où les créateurs nous observent. Je ne vais pas explorer toutes les subtiles différences entre ces religions. Je me contenterai de dire que c'est intéressant et qu'en dépit de leurs différences à l'origine de terribles violences confessionnelles, il n'y avait pas de réel débat sur le modèle de la Terre. Donc, il y a 500 ans, la communauté scientifique, menée par Copernic, qui a certainement bénéficié d'une aide, a introduit ce que l'on connaît comme l'héliocentrisme, autrement dit le modèle du globe, qui à son tour a entraîné le changement du système solaire, de la galaxie, etc. Les religions, constatant la popularité du modèle du globe et craignant de perdre leurs fidèles, adaptèrent celle-ci afin d'y inclure l'héliocentrisme. De leur point de vue, passer du monde circulaire au globe était un changement mineur, et puis, de toute façon, qui s'en rappellerait dans quelques générations? Les églises, les mosquées, les temples ont enveloppé leur modèle de terre plate dans un linceul métaphorique, et l'ont rangé dans un tiroir avec l'or et l'argent pour plus de sûreté. Gardez ça en mémoire, car nous allons y revenir. Des centaines d'années sont passées pendant lesquelles la promotion de la théorie du globe par la science et l'accord des religions sur cette croyance battirent leur plein. Le monde, ainsi, continua de tourner, si je puis dire. Et tout le monde était content.
Puis, au début du 19e siècle, vous avez ce fichu explorateur du nom de Richard Byrd. Il a de l'argent, toutes les bonnes connexions, peut quasiment obtenir des fonds illimités et a le feu vert du gouvernement pour étudier chaque morceau de terre vierge existant. Cela paraissait inévitable, je pense. Un homme jeune au désir inassouvi de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir, à qui l'on fournit tout ce dont il a besoin pour le faire. À la manière d'un Truman chanceux, il traverse les vastes océans, évite les icebergs, atteint la côte gelée et continue. Il n'allait pas s'arrêter. Un jour, après avoir traversé des kilomètres de neige et de glace de haute altitude, l'amiral Byrd la voit, la barrière. Et pour lui, c'est juste une barrière, pas la barrière. Il n'est qu'une poussière minuscule en face de celle-ci. Elle s'étend des deux côtés à perte de vue et monte à la verticale si haut qu'il ne peut en distinguer la courbe. Le grand explorateur a maintenant un nouveau défi, en trouver la forme. C'est un peu comme un aveugle décrivant un éléphant. Tant que vous n'avez pas ressenti l'ensemble, que savez-vous vraiment? Si vous regardez la carte de la Terre plate, vous voyez le problème. Pour déterminer l'ampleur du mur extérieur, il faut déjà pouvoir en faire le tour. Cela aurait pris des mois, sinon des années. On aurait pu utiliser des navires allant chacun dans une direction, ou bien des avions, mais il aurait fallu construire des points de réapprovisionnement, ce qui était pour le moins un vrai défi. L'amiral Byrd continua de préparer le terrain de cette grande découverte jusqu'à sa mort en 1957. Une année plus tard, les USA et la Russie découvrirent la partie supérieure. À partir de là, les calculs étaient faciles. Et de plus, il était possible de voir la vraie nature de notre monde. Ensuite, bien sûr, il y a cette décision, ou tromperie, tout dépend comment vous le voyez. Les autorités ont tout mis en œuvre pour nous cacher la véritable forme de notre Terre et sceller l'accès aux bords extérieurs, puis créer un programme spatial, pas seulement pour appuyer l'idée du globe, mais pour la contrôler. Il n'y avait vraiment qu'une raison principale à leur volonté, et il faut un moment pour la digérer. Donc, regardons les effets immédiats de la divulgation, et ensuite remontons jusqu'à la pire crainte des autorités. Pour cet exercice, nous allons faire comme si nous dévoilions la nouvelle aujourd'hui, au lieu de 1958. 1958 aurait été plus facile, mais c'est beaucoup plus pertinent et amusant de l'expliquer en termes modernes. On commence par une conférence de presse, disons, des Nations Unies, qui a découvert que le monde était effectivement recouvert d'un dôme géant high-tech, d'une origine et d'un âge inconnu. Le public réagit avec émerveillement et stupeur, essayant de prendre la vraie mesure de cette annonce. Facebook crash, Twitter crash, des réseaux entiers de téléphonie mobile s'écroulent. C'est un peu comme exploser une ruche avec une masse. Les médias de partout dans le monde envoient leurs équipes sur le bord extérieur pour confirmation de la découverte. Et toute la population a les yeux rivés sur son téléphone. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'excitation, la révélation, le choc positif. Puis les mauvaises nouvelles arrivent par vagues, certaines qu'on n'attend pas forcément. La première, c'est la dissolution immédiate de la NASA et de tous les autres programmes spatiaux pour des raisons évidentes. La plupart des gouvernements pardonneront secrètement ces groupes et leur garantiront l'immunité contre tout recours collectif. Les procédures judiciaires viendront des groupes d'investissement de la NASA, criant à la fraude. Quoi qu'il en soit, du jour au lendemain, chacun à la NASA, malgré ses bonnes intentions, se retrouve sans job. Et qu'est-ce que vous dites? Bien, il le mérite, depuis le temps qu'il nous mente. Mais ça ne s'arrête pas là. Chaque fournisseur et autres prestataires exclusivement liés à la NASA doit également mettre la clé sous la porte. Ok, quelques milliers de jobs perdus, ce n'est pas bien grave. Et les ondes de choc continuent de se répandre, certaines plus violentes que d'autres. Partout dans le monde, les observatoires doivent fermer, et la raison est celle-ci. Si vous avez regardé le plafond pendant des décennies et n'avez jamais réalisé que c'était un plafond, à quoi servez-vous? Chaque université dans le monde, disposant d'un programme d'astronomie ou d'astrophysique, bien, ils n'en ont plus. Pour Stephen Hawking, la rédaction de livres est terminée. Carl Sagan? Plus de droits de diffusion. Je vous le garantis. Ces professeurs vont devoir revoir leurs copies et se préparer à répondre à une énorme question. Comment ne l'avez-vous pas vu?
N'y avait-il pas d'indice? Les gens commencent à pointer du doigt et continueront pendant des années. Nos amis platériens continueront de considérer cela comme pas si terrible. Quelques nerds à travers le monde qui perdent leur job, et alors? Eh bien, on s'en sort pas si facilement. Les accusations portées contre la défunte NASA vont se tourner vers le gouvernement, qui a dirigé toute l'histoire. Et c'est là que nous arrivons sur un terrain dangereux, impliquant des choses comme The Ark of the Covenant, le Sacré Graal, et The Ring of Power. Et là, vous êtes perdu. Vous me suiviez jusqu'à ce que j'aborde les artefacts religieux vus au cinéma. C'est normal, vous êtes censé l'être. Des 5 religions majeures mentionnées plus tôt, qui sont le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, l'islam et le christianisme, aucune n'a été capable de produire le moindre objet au pouvoir surnaturel ces 5000 dernières années. Et croyez-moi, le faire leur serait bénéfique. The Ark of the Covenant bénéficierait au judaïsme, le Sacré Graal au christianisme, et The Ring of Power, bien lui, à quelqu'un d'autre, que je vais laisser de côté pour l'instant. Ce que je veux dire, c'est que toutes les religions cherchent activement à tirer profit de la débâcle scientifique. La fameuse division entre l'Église et l'État vous est familière. Eh bien voilà, avantage à l'Église, la barrière devient un immense symbole religieux, supporté par le Club des 5, qui en font aussi un symbole universel. Puis le Club des 5 ouvre le tiroir où se trouve l'or et l'argent et ressort cette vieille croyance, depuis si longtemps oubliée, mais pas perdue, et prétend l'avoir toujours su. C'est la science qui nous a menti. Temporairement, toutes les religions s'unissent contre la science, qui n'a été que modérément affaiblie par la perte de l'astronomie et de l'astrophysique. Mais le peuple l'ignorera, car il n'écoutera que celui qui parlera le plus fort. Personne ne parle plus fort que l'Église. Ils crieront avec une furie justifiée que c'est l'œuvre de notre Dieu, votre Dieu. Et le peuple se tournera vers la science, et n'entendra rien que des criquets. Et c'est là que le monde change. Car en ces temps troublés, le peuple a besoin de mots, ce dont la religion ne manque pas. La science est juste incapable de faire acte de foi. Je vais prendre la métaphore du verre à moitié plein et dirais que quiconque écoute ceci est probablement une personne rationnelle et intelligente, capable de décisions pondérées, hors de la doctrine conventionnelle. Mais pour chacun d'entre vous, il y a des centaines, voire des milliers de troglodytes haletants qui ne marcheront pas, mais qui vont se ruer vers leur culte respectif en disant « Vous aviez raison, avez-vous autre chose à m'apprendre ?» Et c'est la raison pour laquelle les autorités sont en mode pause, la réponse à cette question étant inconnue. La religion tiendra-t-elle le haut du pavé, travaillant de concert avec ce qui reste de la science pour découvrir la vérité? C'est possible, je suppose. Comme il est aussi possible que la religion entraîne cette société technologiquement avancée dans une doctrine agressive et revitalisée qui transformera la vie quotidienne de telle manière que le livre 1984 aura l'air d'un dessin animé du samedi matin. J'espère que l'humanité prouvera que j'ai tort, mais jusque-là, ça n'est pas le cas. Faites vos propres recherches et posez des questions. Merci de votre attention. C'était Mark Sargent. Les indices de la Terre plate, partie 6. Percevoir la profondeur. C'est la 6e partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Cet indice focalise sur la question fondamentale du design sous la surface de la Terre plate, ou plus spécifiquement, quelle devrait être l'épaisseur de sa croûte. Pour commencer, rappelons-nous les caractéristiques du design à ce jour. Une structure de base en forme de dôme, faite d'un matériau high-tech à forte densité, large de plusieurs milliers de kilomètres et d'au moins 160 km de haut, avec un plafond sur lequel est projeté, au moyen d'un système ultra haute définition, utilisant la technologie Super LED ainsi qu'une combinaison d'images 2D et 3D, simulant tous les corps célestes, y compris le Soleil, la Lune, les étoiles, etc. Sa protection est assurée par une diminution constante et graduée de la température et de l'oxygène, rendant la vie humaine impossible au-delà d'une certaine altitude sur des kilomètres. La partie inférieure du dôme consiste en une surface organique étendue de continents groupés au centre, sans pont terrestre vers les bords extérieurs,
entouré de milliers de kilomètres d'eau salée, limitant les voyages maritimes, et dont la température décroît graduellement aux extrémités jusqu'à permettre la formation d'icebergs, ce qui en complique l'accès. L'anneau extérieur a une élévation d'à peu près 3200 mètres, ce qui réduit l'oxygène disponible et constitue une zone tampon d'environ 500 km, dénuée de toute forme de vie, donc de gibier, ce qui complique encore un peu plus un voyage terrestre. Tout ça n'est pas mal, mais on a oublié une chose, la profondeur. Garder les humains à l'écart du plafond est assez facile, car y aller exige de la technologie. Protéger l'anneau externe est un peu plus difficile, mais peut être réalisé avec des couches de renforcement négatif. Protéger le sol commun est tout autre chose, car creuser est basique. Tout le monde sait se servir d'une pelle. De plus, la plupart des constructions nécessitent de beaucoup remuer la terre. Ensuite, les ressources naturelles comme le charbon, le pétrole ou les minéraux sont récoltées par excavation à grande échelle. Donc, il n'est pas exagéré de dire que la population humaine va creuser de nombreux trous, car c'est aisé et nécessaire pour maintenir leur mode de vie. Sachant cela, de quelle épaisseur doit être la croûte de la Terre plate pour éviter que les humains passent accidentellement au travers? On peut utiliser la même méthode que pour l'anneau externe, créer une série de couches indésirables et même une barrière solide. Mais avec la croissance incessante de la population globale, ce serait un risque inutile. Car si le fond de la Terre plate était fait d'un matériau indestructible, cela exciterait la curiosité des excavateurs, et répété partout dans le monde, cela finirait par éveiller les soupçons d'un design volontaire. Une barrière solide est efficace au bout d'une terre gelée où personne n'est autorisé à s'aventurer, mais pas autant si découverte au fond d'une mine ou d'une propriété privée. Il faut donc utiliser quelque chose qui ne l'a pas encore été jusqu'à présent. Une augmentation graduelle de la température jusqu'au point d'ignition et même au-delà. Bon, vous allez intervenir et dire, bien sûr, on sait qu'il y a de la roche fondue sous la surface, on le voit avec les volcans. Et oui, dans les volcans. Oui, c'est vrai. On a tous vu la section en coupe du globe terrestre, qui présente des couches de structures en fusion de plus en plus vives. Et c'est pour ça que j'ai mis le lien en section description qui propose la vision officielle de la structure terrestre. Et je cite, « La compréhension scientifique de la structure interne de la Terre est basée sur l'observation d'échantillons de roches affleurantes remontées des profondeurs par les volcans, sur l'analyse des mesures d'ondes sismiques de champs gravitationnels et magnétiques, et sur l'expérimentation de cristaux chauffés et pressurisés selon les caractéristiques des grandes profondeurs. En bref, ils n'ont aucune idée de ce qui se trouve en dessous d'eux. Aucune. En fait, le trou le plus profond jamais percé, et j'ai mis un lien aussi en section description, ne dépasse pas 13 km. Je répète, personne n'est jamais allé au-delà de 13 km de profondeur. Et chaque sonde de forage a le même résultat. Une augmentation progressive de la température finit par empêcher les mèches de forage de fonctionner. Et vous revenez et vous dites, « Mais c'est les volcans. » Oui, il y a des volcans, des trous dans la terre où de la roche en fusion est produite. Sous pression, j'ajouterais. Il est certain que ça ne peut pas être artificiellement créé. Non, on est tout à fait capable de le faire. Ça s'appelle une fonderie. Avec quoi croyez-vous que votre voiture est fabriquée? De la roche en fusion, reconstituée et polie. Nous avons la technologie pour le faire. Tout dépend de l'échelle. Donc créez un ensemble de grands fourneaux à environ 80 km sur la surface qui peut fondre et pomper de la roche en fusion. Et vous demandez de quoi les fourneaux sont-ils faits? Oh, je ne sais pas, pourquoi pas un matériau identique à celui qui résiste aux armes nucléaires? Donc, vous récupérez la roche en fusion, installez quelques sorties à la surface, et le reste vient naturellement. Les volcans confirment le modèle de la structure terrestre qui dit que la roche en fusion vient du noyau de la Terre, ce qui renforce l'idée du globe. Et on en revient à aujourd'hui. Un globe incandescent, filant à travers l'espace à des vitesses qui, d'un point de vue conceptuel, n'ont absolument aucun sens. Donc, de quelle épaisseur la croûte du modèle de la Terre plate doit-elle être? Globalement, moins de 160 km, similaire au plafond en termes d'échelle.
avec de grands générateurs de chaleur placés stratégiquement, des couches fines de roches en fusion de 16 à 32 km de profondeur, ce qui est en fait un système géologique de conduit servant à générer plus de terrain. Et nous l'avons, le moyen efficace d'empêcher les excavateurs de creuser trop loin, qui combine une barrière physique et une barrière mentale. 13 km. Et vous allez me dire que l'on sait représenter le noyau de la Terre. C'est une blague. Faites votre recherche. Merci de votre attention. C'était Mark Sargent. Les indices de la Terre plate, partie 7, long périple. C'est la 7e partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Cet indice aborde un sujet sur lequel je n'ai jeté qu'un coup d'œil dans le guide original. C'est celui de l'hémisphère sud, qui, dans le modèle de la Terre plate, est la masse continentale la plus proche de l'anneau externe. J'aime bien créditer ceux qui méritent de l'être, et le titre « Long périple » m'a été inspiré par un platérien qui a fait quelques recherches similaires. Le sommaire de cette vidéo est le suivant. Si vous cherchez comment présenter à quelqu'un le concept de la Terre plate d'un point de vue pratique, c'est l'exemple que j'utiliserai. Je vais vous montrer à quel point le monde est étrange en utilisant quelques sites web, quelques calculs simples, une paire de minutes et votre cerveau. Vous n'avez rien à écrire, à moins que vous ne le souhaitiez bien sûr. Vous aurez tout ce qui est nécessaire à l'écran, et je vais même détailler un exemple. Je mets des liens de référence dans la section description. D'abord, voici quelques sites web pour vous permettre de calculer une distance. Le GPS de votre téléphone le fait déjà. Peut-être avez-vous même une application. Mais voici quelques exemples spécifiques. timeanddate.com, trip.com, distancefrom2.net, worldatlas.com, 3maptools.com et travelmat.com. Si votre favori n'y est pas, comme Google Maps, utilisez ce que vous préférez. Maintenant, nous allons focaliser sur des groupes spécifiques de villes. Le premier groupe va inclure une zone autour de l'Australie avec la Nouvelle-Zélande. On l'appellera groupe 1. Le groupe 1 comprend Melbourne, Australie, Sydney, Australie, Perth, Australie, Auckland, Nouvelle-Zélande, Christchurch, Nouvelle-Zélande et Hamilton, Nouvelle-Zélande. Le deuxième groupe concerne des villes d'Amérique du Sud, toutes dans l'hémisphère sud. Je le précise car un peu plus au nord, il y a quelques villes avec lesquelles ça ne marche pas. Le groupe 2 aura donc Rio de Janeiro, Brésil, Sao Paulo, Brésil, Brasilia, Brésil, Buenos Aires, Argentine, Lima, Pérou et Santiago, Chili. Je le redis, il y a un lien dans la description avec plein d'autres aéroports. Maintenant, ces deux groupes sont interchangeables, comme vous pouvez l'imaginer, donc vous pouvez commencer ou finir avec le groupe 1 ou le groupe 2. Les résultats seront les mêmes et pour les rendre intéressants, j'utiliserai un exemple légèrement différent qu'un ami platérien a déjà étudié pour vous montrer que même ces deux groupes ne sont pas exclusifs. Donc, vous choisissez au hasard dans le groupe 1 et au hasard dans le groupe 2, et vous obtenez des distances allant de 9000 km à 12 000 km à peu près. C'est tout ce que vous avez à faire ici. Gardez en tête cette partie et remarquez que dans le trait rouge, la route est courbée, car il faut prendre en compte la rotondité de la Terre. Toutes ces directions ressemblent à ce qu'on attend, une ligne droite au-dessus du Pacifique Sud. Bon, pour montrer que ce n'est pas une route exclusive, au lieu de partir, disons, de Rio et d'atterrir à Auckland, je démarre de ce qui doit être à l'opposé de Cape Town en Afrique du Sud, ce qui est à peu près la même distance sur un globe atteignant 11 700 km. Observez que sur la carte, c'est toujours une ligne droite au-dessus de l'océan Indien, sans survoler aucun pays. Une route facile. J'ai essayé de faire une réservation. Pour cet exemple, j'utilise Travelmat, mais vous utilisez ce qui est le plus facile dans votre pays. Priceline, Expedia, Travelocity, ça ne fera aucune différence, car ils sont tous sur le même système. Et c'est là que les choses ne vont plus. Pour la première étape, la compagnie aérienne ne m'envoie pas à l'est, mais me propulse à presque 7500 km au nord, vers Dubaï. Ok les amis, peut-être qu'on apprend quelque chose là. Ça paraît un peu excessif, mais je vais y aller. De toute façon, je serai confortablement installé dans mon siège sirotant des vodkas. Et de Dubaï, c'est direct jusqu'à Auckland, ok?
Non. Maintenant, il m'envoie au sud-est à Melbourne, à 11 700 km. Et finalement, une troisième étape de Melbourne à Auckland, atteignant autour des 2500 km. J'arrondis pour rendre les calculs plus faciles. Malgré ça, le nombre total pour ce trajet est presque le double de ce que l'on imagine, atteignant 21 900 km. De plus, ce voyage m'a pris 37 heures. Combien de temps aurait-il dû durer? Bien, en 777, environ 12 heures. C'est là que vous intervenez en disant que c'est probablement un incident isolé ou quelques bizarres escales que certaines compagnies aériennes proposent. Oh non, mes amis, on peut y passer toute la journée. Cette roulette est truquée, et il n'y a aucun moyen d'en faire une cible légitime. La première partie de l'indice est ce manque total de vols non-stop de n'importe quel endroit de cet hémisphère, et la raison pour laquelle je vous ai indiqué plusieurs villes par groupe. Et voilà l'invraisemblance. Si vous partez de villes internationales comme Sydney, Rio, Santiago ou d'autres villes dans cette zone, vous n'aurez aucun vol non-stop, quel que soit l'argent que vous êtes prêt à dépenser. J'ai essayé de le faire pendant toute une nuit, et c'était comme jouer à un jeu de casino en ligne, jeu auquel je perdais la plupart du temps. Les escales continuaient d'arriver comme des petits pains. Partez de Christchurch, allez à Auckland. Depuis Auckland, allez à Sydney. Partez de Sydney, allez à Dubaï ou Los Angeles ou n'importe quelle autre destination insensée. Certaines de ces escales faisaient du voyage un périple de 50 heures à parcourir. Allez-y, essayez vous-même. Vous allez pouvoir trouver un vol non-stop, mais même là, la bizarrerie ne s'arrête pas, car la vitesse indiquée est fausse. Pour référence, j'ai inclus un guide d'optimisation de la vitesse de croisière trouvé sur un forum de pilotes commerciaux, qui liste tous les types d'appareils en service sur ces routes. Le 777, produit phare de l'aviation commerciale, conçu pour consommer le moins d'énergie possible, a une vitesse de croisière de 1000 km/h. 11 900 km égale donc 12 heures de vol. Essayez de trouver ce trajet, il n'existe pas. Il ne peut pas. Le plus court que j'ai pu trouver comprenait une escale de 3 heures avec correspondance. Le trajet total faisait 20 heures. Donc 20 moins 3 égale 17 et pas 12. Ça pourrait aller si la vitesse de croisière de l'avion était de 700 km/h, mais ce n'est pas le cas. La plus lente vitesse de croisière que j'ai pu trouver est celle d'un avion ancien modèle d'Airbus qui est autour de 950 km/h. Mais ce ne sont juste que des chiffres, n'est-ce pas? Alors, il nous faut regarder une carte de la Terre plate et chercher les 2 points les plus éloignés qui, juste par coïncidence, sont partout en Australie et la plupart en Amérique du Sud, ou comme mon exemple, dans le bas de l'Afrique, dont vous pouvez voir qu'il n'est pas du tout à l'ouest. C'est une arnaque, et une excellente. Gardez les gens dans la confusion avec de multiples escales et correspondances, passant d'une ville à l'autre. Ils sont dans leur siège essayant de trouver le sommeil, et là vous vous dites, bien, les pilotes doivent le savoir quand même. Ils volent toute la journée tous les jours. Ils ont certainement dû s'en rendre compte depuis le temps. Certains seraient même suspicieux, c'est évident. Tout navigateur décent sait gérer la vitesse, la consommation et les escales bizarres. Mais imaginez ce à quoi ils devraient faire face. D'abord, il leur faudrait ignorer le système GPS, qui leur a permis d'arriver à leur destination sans erreur. Si vous voulez une petite parenthèse de lecture, trouvez un lien sur l'histoire du GPS. Je cite, « Développé en 1973 pour pallier aux limitations des systèmes de navigation précédents, il intègre les idées de nombreux prédécesseurs ainsi que des études de concepts d'ingénierie confidentielle datant des années 60. Oh, et aussi, a été créé par le département de la Défense, les mêmes qui ont fermé l'Antarctique. Le GPS a été généralisé en 1995, donc si vous étiez pilote avant, vous auriez pu trouver le fil d'Ariane. Mais après, très difficile. Et admettons que vous découvriez quelque chose de louche. À qui en parleriez-vous? Le FAA? Vous regarderiez autour de vous et réaliseriez que vous êtes le seul à le voir en vous demandant pourquoi. Et ensuite quoi? Vous faites un acte de foi et constatez que tout le système de cartes est mensonger? Ça ne se produira jamais. C'est à peu près la même chose que de leur dire que vous avez vu un vaisseau extraterrestre vous suivre et s'amuser pendant 2 heures avec vous. Et on sait ce qu'il se passe dans ces cas-là. Allez-y, essayez le casino des temps de vol par vous-même et constatez des choses intéressantes que vous pourrez découvrir. Et pendant que vous y êtes, montrez-le à un pilote de ligne, mais n'oubliez surtout pas de ne pas prononcer les mots terre plate, parce que c'est complètement dingue, n'est-ce pas?
Faites vos propres recherches. Merci de votre attention. C'était Mark Sargent. Les indices de la Terre plate, partie 8, Force créatrice. Nous abordons ici le design de la Terre plate sous l'angle de l'omniprésente question du pourquoi. Et bien que nous passions en revue certaines caractéristiques techniques du dôme dont nous avons déjà parlé, je vais essayer de le faire avec l'approche du pourquoi je le ferai. Quelqu'un m'a récemment dit qu'en dépit du fait que le dôme était un concept à grande échelle, il rendait notre monde beaucoup plus petit, un peu comme ce que l'amiral Byrd exprimait dans une interview à une époque. Cette personne m'a également confié que cela la rendait triste, ce que je comprends. Et alors que j'ai fait ce que j'ai pu pour la réconforter, je réalise que j'aurais pu faire plus. Donc cette vidéo est faite pour ceux qui contemplent notre monde avec un regard neuf et qui dérivent vers un état de mélancolie. En préface, ce n'est pas une prison et vous n'êtes pas un rat de laboratoire. Et avant que j'en termine, j'espère pouvoir vous convaincre avec cette version du pourquoi. Pour commencer, rappelons-nous une vieille histoire, une de celles que vous avez pu entendre et qui implique un monde fermé, un peu comme le nôtre. Je dis un peu comme le nôtre car le design abouti sur lequel nous nous tenons aujourd'hui a subi plusieurs révisions dans à peu près tous les secteurs. Comme dans tous les projets, il y a au départ beaucoup d'idées. On voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on progresse dans le processus jusqu'à arriver à quelque chose qui n'est pas forcément validé par tout le monde, mais qui satisfait au mieux à tous les critères. Un des premiers concepts de dôme impliquait une race d'individus prodigieusement dominés par l'ambition. Ils n'avaient pas de mots pour paresse ou crainte. Ils absorbaient rapidement la connaissance, intégrant la physique, l'électronique avancée, l'ingénierie, et nourrissaient leur technologie de l'énergie tirée du monde fermé lui-même. Et quand leur technologie arriva à un stade où la structure fut découverte dans son ensemble, il n'y eut pas de réaction d'émerveillement ou de stupeur. Ils ont juste regardé le ciel et plissé des yeux. Finalement, ces plissements se transformèrent en regards furieux. Oh, ne doutons pas qu'ils avaient une religion, et celle-ci était intégrée dans leur vie quotidienne. Mais pour eux, ceci n'avait rien à voir. C'était un défi, presque comme s'ils n'étaient que peu impressionnés. Difficile à imaginer, n'est-ce pas? Réalisez que votre monde a des frontières, mais au lieu d'en être effrayé, levez le poing en l'air avec arrogance. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Tellement confiants et puissants que lorsqu'ils comprirent exactement où ils se trouvaient, une nouvelle priorité s'installa. Au début, ils créèrent des chaînes de broadcasting dans lesquelles ils critiquaient les architectes du dôme, exigeant des réponses, et les diffusaient jour et nuit. À la fin de chaque programme, les mêmes mots revenaient. Nous savons, mais l'arrogance manque de patience. Leurs exigences ne rencontrèrent que le silence, ce qu'ils prirent pour un rejet flagrant. Cela nourrit encore plus leurs ambitions. Le peuple abandonna ses efforts pour tenter de franchir la barrière externe et mit au point un nouveau plan. Si les créateurs ne voulaient pas se présenter, alors ils construiraient un pont pour aller à leur rencontre. Donc un bâtiment fut construit. Mais appeler ça un bâtiment, c'est un peu comme appeler une pyramide un château de sable. C'est la plus incroyable structure jamais conçue, en tout cas pour eux. Elle faisait 50 km à sa base et plusieurs centaines de kilomètres de hauteur, suffisamment haut pour atteindre le plafond du dôme, où ils rencontreraient leurs architectes face à face. Ils abandonnèrent complètement la nature et mis de côté leur système écologique pour pouvoir accomplir leur objectif. Ils détruisirent des pans entiers de montagnes qu'ils avaient l'habitude d'admirer pour fournir la matière première nécessaire à l'incroyable structure. Les équipes de construction travaillèrent avec une précision parfaite, et il était clair qu'ils allaient réussir. Un pont jusqu'à l'extrémité du ciel. Le travail ne s'arrêtait que pour permettre à cette armée puissante d'en bas de lever la tête en criant « Nous venons pour vous !» si fort que par jour de beau temps, on pouvait sentir le dôme vibrer. Et les architectes, confrontés à leur premier grand défi, décidèrent de recommencer. Les gens furent changés, leur langage fragmenté,
de telle manière qu'ils ne purent continuer la construction. La tour fut démantelée, leur technologie supprimée et oubliée, et le peuple dispersé. Un nouveau groupe fut introduit dans le dôme, divisé de toutes les manières possibles, de sorte que l'unité était quasi impossible, et tout fut ralenti. Le langage évolua pour se transformer en multiples dialectes, et il produisit des textes qui eux-mêmes produisaient différentes formes de culture, et quelques surprenantes choses commencèrent à se produire. La plus importante d'entre elles concernait les arts, et les architectes du dôme virent le fond artistique se transformer en plusieurs formes distinctes. Tout ce qui se dessinait sur n'importe quel médium de surface plane, tout ce qui se moulait en une forme tridimensionnelle, tout ce qui produisait de la musique, tout ce qui impliquait le corps humain et les mouvements, et tous les travaux d'écriture, de photographie, de sculpture, de musique, de danse, de littérature. Les arts, mus par la passion, c'est l'essence même de ce qui est bon pour l'humanité. Et une fois que ce fut reconnu, toutes les méthodes mises en place dans le dôme s'orientaient vers la culture et l'amélioration de ce processus. La température et la géologie des masses continentales furent équilibrées afin de permettre l'éclosion de tout type de terrain, des montagnes, des rivières, des océans, des plaines, des forêts, des jungles, des déserts, tous des plus stupéfiants, tous des plus stimulants pour l'esprit humain, le nourrissant. Et les changements continuèrent, avec des nuances de climat apparemment infinies. Le ciel fut restructuré, une lune fut ajoutée, ainsi que des couches et des couches et des couches d'étoiles, de sorte qu'un jour, lorsque les gens seront capables de voir au-delà de leur propre personne, il y aura toujours quelque chose de nouveau à voir. Et les arts continuaient de fleurir. Mais il y avait un coup. La division créée par le langage et la culture avait mis la population en désaccord, et les guerres faisaient rage, régulièrement. Les architectes se demandèrent si le prix à payer n'était pas trop fort. Des plans furent élaborés pour changer les choses, jusqu'à ce qu'ils remarquent qu'en dépit des pires conflits, l'art continuait de fleurir, produisant grâce et beauté, quelles que soient les horreurs en cours. C'était à la fois merveilleux et terrible, et le débat, à l'extérieur de la barrière, s'intensifiait, jusqu'à ce qu'une majorité se détacha et déclara « Ce monde est l'expression d'une force créative, et nous devons voir où elle nous mène. La barrière doit être cachée à tout prix. » Le modèle du globe fut alors introduit dans la population, ainsi que la science et la religion. L'art s'y accrochait comme une nouvelle drogue. Les esprits créatifs de la terre entière s'en emparaient, produisant une explosion de nouveaux concepts, leur univers étant maintenant infini. Et les règles de la science, soudain, changèrent et devinrent science-fiction, ce qui ouvrait la porte à n'importe quoi. Livres, photos, sculptures, danse et musique, tous plongeaient dans l'espace, pendant des décennies d'extraordinaires possibilités, s'élevant au-dessus des ruines à leurs pieds. Et ce n'est pas que les artistes, c'est chacun d'entre nous, nous qui contaminons l'autre, qui contaminera l'autre, et qui en inspirera d'autres, qui le construira, qui le peignera, qui le sculptera, le chantera, puis le montera sur un piédestal, l'exposera à la lumière et proclamera « C'est un morceau de ce que nous sommes ». Et pour chacun d'entre eux, il y en a 100 de plus qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent exprimer les airs, les images, les histoires qu'ils ont dans leur tête. L'imagination est beaucoup plus importante que la connaissance, car elle est sans limite. C'est un bouclier, une épée contre la cruauté des forces destructrices. Il y a ceux qui, là, sont en plein chaos, dont la vie est prise dans un cauchemar permanent, duquel ils ne pensent jamais pouvoir s'échapper. Ceux-là sont les vrais guerriers de notre monde, et ils sont bien plus braves que moi. Je suis forcé à l'humilité pour ceux qui souffrent le plus. Sachez que les montagnes et les océans ont été faits pour vous. Tout ceci a été fait pour vous, pour vos luttes et vos épreuves contre le feu. Cela peut être aujourd'hui ou demain, mais un jour, le rideau va se fermer et ce décor sera détruit. Et quand la poussière retombera, peu importe où vous serez, vous aurez une vue d'ensemble. Votre regard changera. Vous réaliserez ce que merveille veut dire.
Et alors que vous quittez ce théâtre pour un autre, mon espoir est que vous fassiez une pause pour le regarder une dernière fois en vous disant « J'y étais, vous savez, là, dans le cœur de l'action. Et c'était dur à voir, parce que c'est vraiment une chevauchée de l'enfer. Imaginez ce que le prochain sera. » Merci de votre attention. C'était Mark Sartre. Les indices de la Terre plate, partie 9, le show magique. C'est la 9e partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Cette perspective de la Terre plate a démarré comme un exercice à résoudre, qui devait être intégré dans l'indice numéro 7, appelé long périple. Mais après quelques recherches et un peu de patience, celui-ci a pris la forme d'un indice à part entière et mérite sa propre section. Il est aussi un bon exemple que les choses viennent à ceux qui savent attendre. Donc, beaucoup d'emails et de coups de téléphone, la plupart positifs. De nombreuses personnes du monde entier ont commenté sur des routes aériennes de l'hémisphère sud, en disant que 95% des longs courriers de cet hémisphère comprenaient une escale, ce qui en soi est révélateur. Il reste quelques fichus vols long courriers pour contredire cette logique. Alors, évidemment, la question que je me pose est de savoir si ces vols sont réels. Pourrait-il avoir été mis là, juste pour se débarrasser des platériens? Si c'était une ruse, pourrais-je la déceler, savoir comment elle fonctionne? J'ai relevé le défi, et je me suis mis dans la peau de Morgan Freeman lorsqu'il affronte l'équipe des magiciens des 4 cavaliers. Bon, je l'avoue, j'étais quelque peu sceptique dès le départ, car ces vols ne collent pas avec la 3e règle de la Terre plate, qui est que les raccourcis n'existent pas. Seul le globe les permet. Comme dans la magie, il me faut assumer que cette règle n'est pas transgressée, juste masquée ou maquillée pour justement apparaître transgressée. Mais il me fallait d'abord trouver la ruse. Il me fallait voir les avions en question et les voir faire le chemin. N'importe qui peut lister un vol. Mais va-t-il réellement du point A au point B? Avec l'aide d'autres personnes, ceci a été testé. Bien, tous ceux qui ont un portable connaissent le système GPS. Mais beaucoup ignorent que malgré que ce soit un système conçu par les militaires, il a un rôle très civil. Il n'y a pas que votre portable qui soit suivi en permanence. Il y a d'autres choses, et plus particulièrement tout le trafic aérien. Si vous êtes un militaire, vous pouvez suivre tous les avions militaires. Si vous travaillez pour un transporteur cargo comme UPS ou FedEx, vous pourrez suivre toute leur flotte. Le grand public, lui, est dans la plupart des cas limité au trafic aérien commercial. Vous pouvez le suivre à plusieurs endroits. Celui que j'ai choisi est planefinder.net. Vous pouvez en utiliser d'autres comme FlightAware, Flight Radar 24, Flight Tracker. Ça ne fait aucune différence, étant tous sur le même système GPS. Tous ces sites font à peu près la même chose. Ils suivent chaque vol commercial dans le monde, du départ à la fin, en temps réel. Donc, j'ai passé des journées à observer cette carte globale de Planefinder que vous voyez ici. À n'importe quel moment, le système suit entre 3000 et 7000 vols en route partout dans le monde. Vous remarquerez 2 différentes couleurs pour les avions, rouge et jaune. Jaune veut dire qu'il y a un délai de 5 minutes dans le traitement et ne s'applique qu'aux États-Unis. Le truc ici, c'est de pouvoir démontrer quels sont les vols non compatibles avec une Terre plate. Je dois donc en surveiller quelques-uns en train de traverser soit l'océan Pacifique, soit l'océan Indien. La page web s'update automatiquement, mais pour plus de sûreté, je ferme et je réouvre la page toutes les 30 minutes et j'attends qu'un avion traverse un des 2 océans. Et j'attends, j'attends, j'attends encore. Les heures passent, les jours passent, et pas d'avion rouge pour me divertir. Et à un moment, alors que je suis devant mon écran à attendre qu'un avion traverse, une pensée me vient. Vous devinez laquelle? Rien ne traverse les océans.
Que ce soit les vols non-stop ou avec escale, rien. Mais ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Les avions doivent bien atteindre leur destination. Je décidai de changer de vitesse et focalisa uniquement sur le littoral de l'hémisphère sud. Et là, je commençais à comprendre. Je suivais un avion au départ du Brésil, en route vers l'Afrique du Sud, qui, il faut le préciser, n'est pas une destination long courrier. La distance n'est que de quelques centaines de kilomètres. J'allais chercher une boisson, et à mon retour, disparu. Juste un bug, n'est-ce pas? Je me mis à en suivre un autre, et un autre. Et la même chose se produisit encore, et encore. Au moment où l'avion atteint une ligne imaginaire dans l'océan, le GPS le fait disparaître. Un ami qui étudie le même problème m'envoie quelques liens que j'ai mis dans la section description, et je vous encourage à les suivre. Au premier abord, ça n'a pas l'air terrible. Juste un logbook de vol avec des données comme la vitesse, l'altitude, l'emplacement, des choses habituelles. Alors on défile vers le bas jusqu'à 3h30 du matin, et l'emplacement disparaît, et est remplacé soit par le mot approximatif, soit par le mot estimation. Et la même chose se répète durant les 5 heures suivantes, jusqu'à ce que, miraculeusement, 1 heure avant l'atterrissage, tout redevient normal. Le système GPS montre à nouveau l'avion, en temps réel, sur le point d'arriver à sa destination. Donc, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, clarifions. Les vols sont lâchés par le GPS et leurs données disparaissent et restent invisibles presque jusqu'à l'arrivée. Là vous dites, bien, c'est comme ça que le GPS fonctionne. Bien non, car l'hémisphère nord, lui, montre plein d'avions survolant l'Atlantique. Alors vous dites que c'est peut-être localisé juste dans l'hémisphère sud. Et moi je dis, bien pourquoi alors tous les vols proches ou au-dessus des continents sont parfaitement suivis? De plus, le GPS est un système américain, et les Américains partent en vacances tous les jours. Et vous allez me dire que ces gens-là ne seront pas suivis? Précisons aussi que le phénomène des avions fantômes ne se produit pas uniquement au-dessus du Pacifique Sud ou de l'océan Indien, comme on pourrait s'y attendre, mais aussi au-dessus de l'Atlantique Sud, qui n'est pas une zone étudiée par les platériens. Il y a un paquet d'avions qui traversent cet océan pas si grand entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, et chacun de ces avions disparaît rapidement après le décollage. Alors là, vous dites, pour quelle raison ces avions seraient-ils cachés sur les routes les plus courtes de l'Atlantique? C'est à cause de quelque chose que je n'ai pas vu tout de suite. Si vous cachez un avion, vous devez tous les cacher. Afficher les routes GPS dans l'Atlantique, mais pas dans le Pacifique ou l'océan Indien, soulèverait d'autres questions. Donc la logique ici, en dépit d'être très sournoise, est censée. La troisième règle est que la Terre plate ne comporte pas de raccourcis. Si vous regardez à nouveau la carte de l'azimutal équidistant, et regardez bien, vous remarquerez que le Pacifique Sud, l'Atlantique Sud et l'océan Indien remplissent la partie basse du globe, alors que sur un modèle plat, ils sont proches de l'anneau externe. Dans ce modèle, il n'y a pas de raccourci entre l'Australie et l'Amérique du Sud. Si vous devez créer des routes commerciales, vous n'avez que 2 choix. Vous prenez la route la plus longue, dans un sens ou dans l'autre, et vous restez au-dessus de l'océan, ou bien vous coupez à travers les terres du milieu. Mais si vous faites ça, vous devez faire des escales, car sur un globe, cela n'aurait aucun sens de survoler les États-Unis pour atteindre l'Amérique du Sud. Aucun de ces choix n'est idéal. Donc les autorités ont fait un compromis. La désactivation du GPS et donc le non-suivi des avions pour chaque vol au-dessus de l'océan dans l'hémisphère sud, puis la réactivation du suivi quand la destination est atteinte. Et ce n'est qu'une des ficelles qu'ils sont prêts à utiliser pour vous le cacher.
Ne cachez pas juste une ou deux choses, mais cachez l'ensemble. De cette manière, le sujet a moins de chances d'être abordé. Certains diront, « Bien joué, vous venez juste de pointer une défaillance du système. Tôt ou tard, ils vont la corriger. » Peut-être, mais c'est pas pour demain. Rappelez-vous, c'est une règle, pas une directive. Ils ne peuvent changer la carte, donc ils doivent prendre en compte ces limitations. S'ils ont une meilleure solution de rechange, je suis impatient de la voir. Faites vos propres recherches et posez des questions. Oh, au fait, bienvenue sur la Terre plate, et bon vol. C'était Mark Sargent. Les indices de la Terre plate, partie 10, Dieu occulte. C'est la 10e partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Comme le titre peut vous l'indiquer, je prends une approche différente. Je savais que j'allais finalement devoir aborder la question du « qu'est-ce qui se passe après ?» ou « que fait-on maintenant avec cette information ?» Si vous êtes arrivé jusque-là dans le guide, après les 9 vidéos indices, alors vous êtes soit en train d'adhérer à la théorie du monde plat, ou sur le point de le faire. Si c'est la première vidéo que vous voyez parce que le titre vous a accroché, alors je vous recommande de retourner au début, car nous n'allons pas passer en revue les détails. Mais si vous êtes toujours là, alors vous devriez être d'accord sur 1. Que le monde que l'on vous a appris vous a trompé, et 2. Que d'une manière ou d'une autre, vous cherchez à le prouver. Donc, comment est-ce possible? Les autorités en question, qui ont créé ce qu'on appelle le globe, ont fermé toutes les issues. Elles protègent le ciel, le bord extérieur, et plus important, le système d'éducation, qui nous montre à un très jeune âge ce qu'elles veulent que nous voyions. Aucun des auditeurs ici ne possède de vaisseau spatial, ni ne gère un programme avancé de lancement de fusée. Personne non plus ne détient un briseur de glace longue distance. Et alors que certains d'entre vous pourraient avoir un avion privé, je ne recommanderais pas de tester une barrière militaire qui, techniquement, n'existe pas. Mais là aussi, rappelez-vous que ce n'est pas l'histoire de David et Goliath. Ce monde caché ne pouvait pas le rester éternellement. Alors que la civilisation évolue, les outils de contrôle utilisés par l'autorité deviennent plus vulnérables. J'ai appris beaucoup de choses sur les systèmes ces dernières années, et une chose que je trouve des plus intéressantes est que plus le pouvoir est stratifié, plus vous avez de chances de pouvoir en tirer avantage. Mais peut-être que je m'exprime en charade là. Je devrais plutôt le résumer à ce qui peut être fait en vous montrant ce qui est caché, ce qui est important, et comment le partager avec les autres sans avoir l'air d'un fou. Pour être clair, et je n'insisterai jamais assez, ne commencez pas une conversation avec les mots « Terre plate ». Faites comme dans Fight Club. La première règle du club des platériens est de ne jamais parler du club des platériens. Avant que vous ne commenciez à éveiller votre conscience et à faire toutes ces recherches, vous étiez comme moi. Vous vous moquiez et vous rigoliez de tout ce qui était Terre plate. Vous êtes peut-être allé plus vite que les autres, mais la réaction instinctive de 90% des gens trouve son origine le jour où ils se sont assis dans une salle de classe et regardaient un globe. Visionnez d'autres vidéos, pas juste les miennes. Des types ont mis en avant quelques excellents arguments et posé des questions que les gens peuvent comprendre. Je vais vous proposer 3 questions très importantes que vous pouvez utiliser. Chacune précédée d'une affirmation, et cette affirmation est une motivation pour différents groupes de personnes. Si vous n'êtes pas vous-même dans un de ces groupes, je suis sûr que vous connaissez des gens qui le sont. La première affirmation est la suivante. Vous êtes occultés. Que veux-je dire par là? Bien, cela nous ramène aux indices 7 et 9 qui parlent des vols commerciaux dans l'hémisphère sud. Si vous êtes dans un avion au-dessus de l'hémisphère sud, celui-ci n'est pas suivi. Comment pouvez-vous l'utiliser pour découvrir la vérité? C'est simple, c'est rapide, et ça ne coûte rien. Quel que soit le pays où vous vivez, envoyez un mot à votre représentant local ou régional et posez-lui cette question.
Pourquoi les citoyens de mon pays ne sont-ils pas suivis par le système GPS lorsqu'ils volent au-dessus des océans? Et rappelez-leur que le GPS est un système global, non partiel, et que sans GPS, il peut arriver n'importe quoi à l'avion, sans que personne ne sache où il se trouve. Et pendant que vous y êtes, dites-leur aussi que le GPS est un système conçu par le département de la Défense US, qui ne fait jamais rien de petit. Le système en service actuellement semble avoir d'énormes trous volontaires dans sa couverture de l'hémisphère sud. N'utilisez pas les mots terre plate. Dites juste que vous êtes inquiet pour votre sécurité, celle de vos proches et celle de vos concitoyens. Vous répondra-t-on? Peut-être. La réponse sera-t-elle satisfaisante? Aucune chance, car ils ne savent que ce que les militaires veulent bien leur dire. Par contre, ce que cela pourrait faire, c'est créer un buzz dans certains cercles, ce qui pourrait s'avérer utile plus tard. Plus vous contactez de politiciens ou de hauts fonctionnaires, plus le buzz est fort. L'objectif ici, comme vous pouvez le comprendre, est l'indignation publique. La deuxième affirmation est la suivante. La richesse est occultée. Ce que je veux dire se trouve dans l'indice 2 et tout ce qui concerne l'Antarctique. En 1954, il fut annoncé à la télévision nationale que ce continent était riche de toutes les ressources possibles sur des milliers de kilomètres. Et en 1959, son accès fut interdit, un peu comme la zone 51. Comment l'utiliser pour découvrir la vérité? En contactant quelqu'un que vous pourriez connaître dans les industries du pétrole, du gaz ou des minerais. Cela peut être ExxonMobil, BP, Royal Dutch Shell, Chevron, ConocoPhillips, BHP Billion, Rio Tinto, Glencore, Anglo-American, et il y en a beaucoup d'autres. Trouvez n'importe qui dans ces sociétés et posez-leur des questions sur leur prospection en Antarctique. Envoyez-leur le lien de l'interview de l'amiral Byrd et demandez-leur pourquoi, s'il n'y a pas de conflits environnementaux liés à l'excavation de pétrole, de gaz ou de minerais, il est impossible, ne serait-ce que d'en émettre l'idée, alors que les ressources énergétiques mondiales décroissent de jour en jour. Montrez-leur la couleur de l'argent. Ils peuvent ne pas être capables de franchir la ligne rouge établie depuis des décennies, mais cela créera un buzz d'un autre genre, celui de la cupidité, et des ressources intactes ne demandant qu'à être récoltées. Et finalement, pour préfacer la troisième affirmation, il me faut remercier tous ceux qui m'ont envoyé des piles et des piles de textes sacrés bibliques, me demandant d'arrêter mes entrechats autour de l'appellation du modèle plat et nommer la structure pour ce qu'elle est réellement. Et vous savez, ils n'ont pas tort. J'ai l'habitude de prendre une certaine distance, car je veux pouvoir toucher des gens en dehors du spectre religieux, et même en dehors de tout intérêt pour les conspirations. Mais par rapport à tous ces groupes religieux qui m'ont contacté, je peux cependant maintenant dire, avec conviction, la troisième affirmation. Dieu est occulté. Quelles que soient les dénominations que j'emploie pour le modèle plat, les plus anciennes proviennent des textes les plus anciens. L'un d'entre eux est le firmament. Si le firmament a véritablement été découvert en 1956 et volontairement escamoté, alors les autorités en place ont non seulement caché la structure, mais aussi son ou ses architectes, je veux dire créateurs. Et par là, je définis ce que les gens appellent Dieu. Occulter Dieu pourrait être considéré comme une des pires idées de tous les temps. Et si vous êtes une personne de foi, grande ou petite, vous avez un intérêt personnel dans toute preuve, solidifiant et justifiant toutes ces années de service dévoué. Si une structure était découverte possédant, de toute évidence, l'empreinte de Dieu, alors les autorités n'ont pas le droit de vous le cacher. Il y a des milliards de personnes dans ce monde qui se sont personnellement impliquées avec le concept de Dieu et souhaiteraient avoir la certitude du bien fondé de leur croyance, ou, en d'autres termes, connaître le sens de la vie. C'est là
et ça vous a été caché. Votre motivation est claire. Allez voir votre curé, votre évêque, et dites que la science a probablement trouvé une preuve de l'existence de Dieu en 1956 et a décidé de l'occulter. Si vous avez des connaissances dans les hautes sphères religieuses, envoyez-leur ceci, faites passer le mot et voyez ce qui revient. Avec ces trois affirmations et questions, des gens parleront aux gens, qui parleront à d'autres, et finiront par atteindre quelqu'un qui sait. Ce mouvement de base peut se faire assez vite, car le système utilisé pour nous mouler et nous contrôler depuis toutes ces années est basé sur la vitesse. Par ça, je veux dire le temps réel. Tout ce que cela prend, c'est une simple vidéo, un mémo, un lanceur d'alerte, une personne clé, et tout change. Pas en mois, ni en semaines, ni en jours, mais en quelques heures. En quelques heures, tout peut changer grâce à la vitesse. Partout dans le monde, les consciences s'éveillent, les gens portent sur le ciel un nouveau regard, et les choses commencent à aller mieux. Une personne, c'est suffisant. Une personne qui s'avance et dévoile ce qui a été caché pendant si longtemps. Peut-être quelqu'un qui n'en peut plus de toute cette farce, peut-être quelqu'un rongé par la conscience d'avoir été complice dans le secret. Peut-être que vous, qui écoutez, cherchez une raison de sortir du lot. En voilà quelques-unes. Et si vous ne voulez pas vous exposer et devenir un héros, je le comprends. Mais quelles que soient vos raisons, vous pouvez rester anonyme, partager ce message et nous aider à rendre ce monde meilleur, car il peut l'être. À tous les autres, donnez-leur une ouverture, donnez-leur l'opportunité et le support dont ils ont besoin, afin que nous puissions récupérer ce qui reste de notre civilisation, car nous en avons besoin plus que jamais. Je continuerai de faire passer le message aussi longtemps que je le pourrai, dans l'espoir qu'après l'avoir entendu, chacun puisse voir le monde avec un regard neuf, et je vous encourage à faire pareil. Et peut-être un jour, apprendrons-nous à traiter les autres mieux que nous-mêmes. Merci de votre attention. C'était Mark Sargent. Les indices de la Terre plate, partie 11, les Indes dans le système. C'est la 11e partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Cet indice plonge dans un passé récent, et plus particulièrement, une étrange mais intéressante conspiration piège. Ce que j'espère vous montrer ici est comment un système fermé, une fois découvert, peut très vite changer le monde, et de manière insoupçonnée. Pour commencer, il nous faut retourner à un documentaire controversé de 2004 appelé « Les astronautes se lâchent ». Pour ceux qui ont loupé cette surprenante pépite, je résume. Un directeur-producteur, Bart Winfield Sibrel, décide de prouver que les alunisages n'étaient que des mises en scène élaborées. Dans cette optique, il organisa des interviews avec les astronautes du programme Apollo en leur faisant croire à un simple entretien de routine. Il sortit alors une Bible et demanda à tous les astronautes de jurer sur celle-ci avant le début de l'interview. L'échange était ensuite censé aborder des questions d'ordre technique supposées piéger les astronautes. Durant le processus, la tension était bien réelle, avec quelques moments particulièrement inconfortables, dont une bagarre au poing. Bon, je ne vous demande pas spécialement de regarder ce documentaire d'1 heure. Personnellement, je pense qu'ils ont dû vivre avec leur culpabilité toute leur vie, et les laisser tranquilles me paraît assez humain. Ce qui m'a intéressé, et même piqué mon intérêt au vif, n'étaient pas les questions habituelles posées aux astronautes, mais comment ils ont réagi devant la Bible. Aucun d'entre eux ne mit la main dessus, ni ne jura qu'il est allé sur la Lune. En fait, la plupart ont approché le livre comme si c'était du plutonium.
Cela m'a tracassé pendant des années, car c'est à l'encontre d'une des règles les plus basiques d'une mise en scène, qui est de mentir sur tout. Maintenant, les pilotes d'Apollo avaient fait beaucoup d'interviews au cours des années. Nombre d'entre eux étaient télévisés. Ils en ont fait tout un fromage, sans véritable exemple de discorde. Alors pourquoi ne pas faire ce geste? Ce n'est qu'un livre, après tout, n'est-ce pas? Les gens mentent souvent sous serment. Cela s'appelle un parjure. Et chaque pays a un arsenal juridique à ce sujet. Les peines encourues ne semblent pas empêcher les gens de commettre un parjure. On en voit presque tous les jours. En plus, les astronautes n'étaient pas devant une cour de justice. C'était dans une simple pièce, quelquefois même leur domicile. Donc, jurer sur le livre devrait être, de toute évidence, sans importance. Cela est resté dans ma tête pendant des années, car cela n'avait aucun sens. Pourquoi des astronautes, formés par un énorme programme scientifique militaire, auraient peur de mettre la main sur un livre, en disant un mensonge de plus? Bien, pour eux, il est possible que ce soit plus qu'un livre. Il se peut que ce soit le symbole de quelque chose de beaucoup plus grand. Vous savez, pour vous, pour moi, et beaucoup d'autres, un livre sacré est un symbole de foi, car le ou les créateurs ont encore à être révélés. Mais si vous savez que les créateurs sont réels, alors le livre devient quelque chose de beaucoup plus tangible, plus pertinent, qui fait réfléchir, ou plus en rapport. Les astronautes d'Apollo ont été mis au courant du monde fermé pendant leur mission à la NASA, et après des décennies, ce système a pu créer certaines convictions chez eux, comme la certitude que quelqu'un nous surveille. Bon, que les architectes ou créateurs passent leur temps à surveiller chacun de nos actes peut se discuter. Mais si vous avez la preuve de leur existence, alors la pensée que le moindre de vos mouvements puisse être surveillé est une possibilité. C'est ce que vous et moi suspectons, mais ne ressentons pas. Pour les pilotes Apollo, c'est différent. S'ils ont vu comment était réellement notre monde, alors leur attitude envers le livre prend une signification toute différente. En fait, il n'est même pas nécessaire que ce soit une Bible. Cela aurait pu être une encyclopédie ou un morceau de bois, car c'est seulement l'idée qui les empêche de le faire. Et si vous ne comprenez toujours pas, alors je vous demande franchement, si vous aviez été témoin de l'œuvre du Créateur, et si vous saviez qu'il y avait une chance qu'il vous observe, avec une fiche de score à la main, seriez-vous prêt à jurer et à mentir? Tenteriez-vous votre chance en un coup de dé? En d'autres termes, on a tous été frustrés par quelque chose et regardé le ciel en le maudissant. Le feriez-vous, maintenant que vous savez que le Créateur est là-haut et qu'il peut vous écouter? C'est juste un exemple de la façon dont la connaissance du monde fermé peut changer les gens. Les astronautes n'ont pas voulu jeter les dés et mentir, car ils ont une crainte réelle d'un châtiment, et malgré qu'ils sachent que la foudre ne leur tomberait pas dessus, ils n'allaient pas forcer leur chance. Et on a tous la même approche dans notre vie quotidienne. Tous les conducteurs ont déjà grillé un feu rouge. On sait que lorsque le feu passe à l'orange, si on est trop loin, on accélère et on croise les doigts. Surtout si le trafic est fluide et que nous ne mettons personne en danger. Maintenant, prenez la même intersection avec le même feu, mais ajoutez une caméra. Bien, les choses changent, non? Vous accélérez et tentez votre chance? Non. Vous freinez et espérez vous arrêter à temps, car vous savez que vous êtes filmé. Vous n'êtes peut-être pas le parfait modèle de conducteur, mais vous comprenez la règle à cet endroit, et vous ne la transgresserez pas. C'est une des raisons pour laquelle j'espère autant voir le monde fermé être dévoilé. Car en tant que civilisation, il semble que nous ne soyons jamais aussi bons que dans le choix de la resquille. Ce n'est pas un problème de liberté,
C'est une question de faire ce qu'il convient. Vous savez très bien que brûler un feu rouge est une mauvaise idée. La caméra vous le rappelle. Imaginez tout ce qui pourrait changer pour le mieux si le monde fermé était révélé. Mentiriez-vous pour faire du mal à quelqu'un? Dévaliseriez-vous une banque? Seriez-vous dans la fraude ou l'escroquerie? Voleriez-vous quelque chose à moins que votre vie n'en dépende? Et alors que les gens continueraient de se mettre en colère et de se disputer, se mutileraient-ils? S'entretueraient-ils? Est-ce que qui que ce soit commettrait un meurtre? Seriez-vous un tyran ou un extorqueur de fonds? En fait, sachant que notre monde est une création, feriez-vous quoi que ce soit de malicieux envers quiconque? Si le monde n'est pas un globe, mais un monde clos, alors nous verrions la fin des guerres, la fin des crimes de haine. Peut-être pas du jour au lendemain, mais assez vite, car chacun serait, peut-être pour la première fois de sa vie, redevable de ses actions. Chacun réalisant maintenant sa condition d'âme réelle dans un système clos et sa responsabilité envers son prochain, ce que l'on peut ramener à une règle simple: traiter les autres mieux que l'on se traite soi-même. Voilà, ça c'est pourquoi il est si important de montrer le monde tel qu'il est. Et c'est pour ça que je demande aux autorités elles-mêmes d'ouvrir la porte et de lever le voile. Vous nous l'avez caché pendant si longtemps, et les peuples qui vivent ici avec vous ont eu assez d'épreuves. Il ne s'agit plus d'argent ou de pouvoir. Il s'agit de l'âme, la véritable essence de ce que nous sommes. Les possessions et les titres ne définissent pas votre cœur. Occulter le monde a pu paraître une bonne idée à une époque, mais nous n'en sommes plus là. Avez-vous récemment regardé notre maison? Il y a des réparations à faire, et il est temps de les faire. Les gens n'oublieront pas la tromperie, mais ils vous le pardonneront, car cette révélation les rendra plus nobles, comme ce que nous aurions dû être depuis le début. Faites vos recherches et posez toujours des questions, car c'est la seule manière de découvrir toutes les facettes de la vérité. Merci de votre attention. C'était Marc Sargentis de la Terre plate, partie 12, de vrais yeux. C'est la 12e partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Cet indice couvre une des caractéristiques d'un système fermé qui, au début, m'a semblé être un aspect nécessaire du procédé, et qui est notre perception visuelle, car pour beaucoup, c'est la validation attendue. Mais peut-on vraiment croire ce que nous voyons? Plus je m'y intéressais, plus il devenait apparent que non. En fait, il est apparu évident qu'en tant qu'espèce, nous avons des couches de faiblesse cognitive, surtout quand il s'agit de perception optique, comme si c'était intégré dans notre code génétique. Des couches qui facilitent certaines choses, comme masquer la forme du monde. Je vais vous montrer quelques exemples, et avant la fin de cet indice, vous saurez pourquoi les gens autour de vous n'ont pas de vision d'ensemble, et à quel point vous êtes rare à y avoir échappé. Par exemple, quel est cet objet? C'est votre monde. C'est là que vous vivez. Vous en avez la certitude, autant que tout le reste, comme la gravité, la température, le toucher. Mais on ne peut pas toucher ou voir un monde comme ça. Donc, si j'enlève cette image, comment pouvez-vous savoir? Tous ceux qui ont suivi les indices jusqu'à présent savent que la plupart du temps, j'utilise juste quelques images avec une narration. Mais les meilleurs exemples d'illusions d'optique sont les illusions mouvantes. Donc, pour le meilleur ou pour le pire, je vais inclure quelques morceaux de vidéo dans cet indice pour vous aider à comprendre. Donc, commençons avec une entrée spectaculaire
quelque chose qui ne vous est pas étranger. Cela concerne tout ce qui se rapporte au ciel et la manière dont les choses peuvent se réaliser. Pour ça, je rappelle aux gens l'exemple du Truman Show, où le directeur, qui vit dans la structure lunaire, réplique le Soleil. Gardez à l'esprit que c'est un tout petit système fermé. Si le Soleil, la Lune et les étoiles peuvent y être reproduits, imaginez ce que vous pouvez faire avec un dôme 1000 fois plus grand, avec une technologie nettement au-dessus de la nôtre. Mais peut-être que je vois un peu trop loin. Comme avec la souris dans l'indice 4, nous devons commencer avec quelque chose de petit, parce que c'est ce qui est plus facile à comprendre, n'est-ce pas? Prenons cette ballerine qui tourne, par exemple. Si je vous dis qu'elle tourne sur son pied gauche, avant que vous ne regardiez, bien, il se pourrait qu'elle tourne sur son pied gauche. Si vous détournez le regard, et que maintenant je vous dis qu'elle tourne sur sa droite, eh bien, quand vous regardez à nouveau, il se pourrait aussi qu'elle tourne sur sa droite. Mais essayez de changer sa direction en même temps que vous la fixez du regard, et ça devient beaucoup plus difficile. Ai-je changé son image? Est-ce de la magie? Ou de la sorcellerie? Pas du tout. La façon dont elle est animée donne à votre esprit le choix du comment elle tourne. Il vous faut juste un point de départ. Alors vous dites, bien, c'est de l'animation, juste une ruse. Puis-je vous montrer cette image fixe d'une allumette et de son ombre sur le mur? Remarquez-vous qu'il manque quelque chose, comme l'ombre de la flamme elle-même? Votre esprit la voudrait là, mais elle ne l'est pas. Toute chose projette une ombre, d'accord? Vos yeux veulent voir l'image de la flamme avec son ombre, bien que la logique nous dise qu'une source de lumière pure ne peut pas en avoir une. Et puis il y a cette fameuse robe, qui en réalité est bleue et noire. Mais la photo est faite de telle manière qu'elle donne à l'esprit humain l'option de la voir en blanc et or. Vous savez les couleurs parce que vous pouvez les voir. Mais si quelqu'un d'autre voit des couleurs complètement différentes, alors qui a raison? Si tout le monde dans la salle voit du noir et vous de l'or, avez-vous tort parce que vous êtes en minorité? Et qu'est-ce que cela peut nous dire sur les possibles illusions créées sur mesure pour un petit groupe de personnes, ou vous-même? Les yeux de l'homme sont faciles à manipuler. Prenez cet exemple classique. Si vous mettez la vidéo en pause et fixez les 4 points au centre de l'image pendant 30 secondes, et ensuite détournez le regard pour regarder du blanc, alors vous verrez l'image résiduelle d'un homme avec une barbe. Mais ce n'est pas la ruse. La ruse, c'est que l'image résiduelle est en couleur, bien que vous regardiez du noir et du blanc, ce qui montre que vos yeux peuvent être conditionnés en peu de temps. Et en parlant de noir et blanc, voyons si vous pouvez éviter une simple distraction. Focalisez sur les blancs et essayez de compter les passes faites par l'équipe de cette couleur. Pouvez-vous faire abstraction du reste et compter le nombre de passes faites par les blancs? Vous êtes certain que le chiffre est 13. Bravo, c'est correct. Mais ce n'est pas tant pour le nombre de passes, mais plus par rapport à cette abstraction totale. En suivant l'équipe blanche, vous avez ignoré l'équipe noire et tout ce qui s'y rattache. Donc, vous n'avez pas vu l'ours noir dansant juste devant vos yeux. Ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas vu moi-même la première fois. Et maintenant que vous connaissez la ruse, on ne peut plus vous tromper, n'est-ce pas? Retournez en arrière et réessayez, en focalisant toujours sur le nombre de passes, et voyez si vous détectez l'ours. C'est plus difficile que vous ne le croyez. Beaucoup de gens verront ce dragon, et penseront qu'il s'agit d'effets spéciaux. C'est en fait très réel, mais l'illusion ne fonctionne que selon un certain angle d'approche. Si vous allez trop loin d'un côté ou de l'autre, vous verrez l'envers de l'illusion. Si vous ne voyez pas l'envers du décor, alors vous ne pouvez pas briser l'illusion, peu importe l'énergie que vous y mettrez. Et ceci nous renvoie à quelque chose qui ne devrait pas être une manipulation et qui pourtant l'est. C'est la carte Mercator. Et là vous dites, ce n'est pas une tromperie, c'est une vraie carte.
Et vous le savez bien, parce que c'était la carte affichée dans votre classe. Tous les géographes du monde savent que cette carte est terriblement fausse. La perspective correcte est celle-ci, la Goldspiter. Elle montre des proportions plus réelles des pays entre eux. C'est la carte qui devrait être dans les écoles. Mais les autorités pensent que vous serez plus à l'aise avec une vieille carte. Vous pensez qu'il n'y a pas trop de différence, qu'au moins les emplacements sont corrects, n'est-ce pas? Regardez la taille de l'Europe et où se trouve l'Allemagne. Ce qui nous est représenté est la vérité car nous voulons que ce le soit. Et je dis ça littéralement. Les humains, en tant qu'espèce, sont conçus pour croire à ce qu'ils voient. Cela s'appelle la suppression du doute. Vous pensez être immunisé contre ce processus de doute? Pourquoi devenez-vous émotif devant un film? Vous savez que c'est un film. Vous savez que vous regardez une image en 2 dimensions sur un écran. Vous avez déjà vu les acteurs plusieurs fois, ainsi que d'autres films. Et vous savez que le processus de réalisation implique des centaines de personnes et des millions de dollars. Mais l'histoire est suffisamment convaincante. Et cela vous permet d'oublier tout ça, au moins pour un moment, et d'être complètement pris dans l'instant. Mais assez avec les ruses. Et la vie réelle alors? Sans toutes ces distractions et tours de passe-passe, vous devriez pouvoir déterminer les choses telles qu'elles sont, non? N'en soyez pas si sûr. N'avez-vous jamais conduit une voiture, coincé dans un trafic en accordéon, rêvassant un peu, puis ayant cette désagréable impression de ne pouvoir dire si c'est vous qui bougez ou la voiture d'à côté? Ceci arrive à tout le monde. Des études universitaires sur la perception du mouvement ont depuis longtemps été menées, et il a été déterminé que si les mouvements étaient suffisamment faibles, l'humain ne pouvait plus faire la différence entre son propre mouvement et celui d'autres objets. Cela s'applique aux voitures, aux trains, à tout véhicule dans lequel vous pouvez vous trouver, et peut-être même à quelque chose d'aussi grand que le monde lui-même. Pour être clair, vous ne pouvez pas vraiment déterminer si votre voiture ou votre train bouge, personne ne le peut. Ce n'est qu'une supposition. Maintenant, dites-moi que vous pouvez sentir le monde tourner sur lui-même à 1600 km/h, tout en orbitant autour du Soleil 60 fois plus vite. Notre monde n'est pas une toupie et n'avance pas. Seul le ciel tourne, mais même ça, ça n'est pas réel. Les étoiles tournent, la Lune fait des cercles, tout comme le Soleil, l'ensemble étant réalisé avec une grande habileté et précision, pour créer l'illusion que nous sommes isolés dans un vaste univers avec lequel on se débrouille, ce qui n'est pas le cas. Ou alors, en bref, nous avons été conçus pour accepter les illusions comme réalité, de sorte qu'un monde clos puisse exister autour de nous, à l'intérieur duquel nous puissions vivre sans la lourdeur du confinement. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont toujours pas utilisé leurs vrais yeux, voici un dernier truc. Tentez de le trouver. Merci de votre attention. C'était Mark Sargent.